Je m'appelle Delaney Brox, et à 31 ans, j'ai enfin cessé de mendier l'approbation des personnes qui se disaient être ma famille. Cette prise de conscience n'est pas survenue lors d'un moment dramatique avec des portes qui claquent ou des adieux larmoyants. Elle est arrivée doucement, s'installant dans mes os un mardi matin, alors que je traçais un motif délicat de fougère sur l'omoplate d'une cliente. Je me tiens maintenant dans mon atelier de Portland, entouré de la vie que j'ai construite sans eux. La lumière du soleil inonde les baies vitrées, projetant des arcs-en-ciel prismatiques sur mes croquis. Mes cheveux turquoise captent la lumière tandis que je me penche sur mon poste de travail, arrangeant les encres pour les rendez-vous de la journée. Des motifs botaniques recouvrent les murs, ma signature qui m'a valu une réputation et une liste d'attente. Des fougères délicates se déploient sur des toiles, des roses sauvages grimpent sur des treillis imaginaires, et des plantes forestières oubliées trouvent l'immortalité dans mon article. Mes doigts, tachés de traces d'encre qui ne disparaissent jamais complètement, tapotent le carnet de rendez-vous. 10 ans se sont écoulés depuis que j'ai troqué la perfection étouffante du Connecticut contre la nature sauvage et accueillante de l'Oregon. 10 ans depuis que j'ai cessé d'essayer de rentrer dans le moule de la famille Brox et que j'ai commencé à sculpter le mien à la place. Le contraste entre mon espace de travail vibrant et le foyer rigide qui a façonné mon enfance ne pourrait pas être plus frappant. De retour à Ridgefield, dans le Connecticut, la maison coloniale de 4 chambres qui abritait la famille Brox se dressait comme un monument à la respectabilité. La pelouse restait méticuleusement entretenue, les haies taillées à des hauteurs identiques, les parterres de fleurs épanouies dans des couleurs coordonnées approuvées par l'association de quartier. Rien ne poussait à l'état sauvage là-bas. Rien n'y était autorisé. Père, jamais papa, toujours père Charles Brox, a bâti son cabinet d'avocat fiscaliste sur la réputation et les apparences. Ses costumes sur mesure correspondaient au vernis poli de son personnage public, et sa poignée de main concluait des affaires de plusieurs millions de dollars avec des familles qui faisaient confiance à ses cheveux poivre et sel parfaitement peignés et à son regard stable. À table, il dispensait sa sagesse sur l'importance de ce que pensent les autres, comme s'il s'agissait d'une écriture sainte. La réputation est une monnaie, disait-il, coupant sa viande en carrés précis, et le nom des Brox vaut son pesant d'or. Mère, Eleanor pour ses amis, Madame Brox pour tous les autres, présidait 3 comités d'église et organisait le gala de charité annuel. Son calendrier débordait d'obligations sociales, chacune soigneusement sélectionnée pour maintenir ou élever le statut de notre famille. Elle se déplaçait dans les pièces avec une grâce étudiée, son collier de perles rebondissant légèrement contre ses clavicules alors qu'elle riait à des blagues pas drôles venant de personnes qu'elle méprisait secrètement. Les apparences comptent, Delaney, chuchota-t-elle une fois en me pinçant le bras lors d'une garden party quand j'avais pris un 2e biscuit. Les gens regardent. Les gens regardent. Mes frères complétaient le portrait de famille parfait, Derek et Lucas, les fils dorés avec des avenirs tracés à l'Ivy League dès le berceau. Derek excellait dans les débats et est parti à Yale en pré-droit. Lucas, le prodige des maths, collectionnait les bourses universitaires comme des trophées et a finalement atterri à la Harvard Business School. Leur réalisation ornait la cheminée et alimentait les vantardises de père lors des dîners au country club. J'étais la tache sur une toile autrement immaculée, la fille qui posait trop de questions et coloriait en dehors des lignes, au sens propre comme au figuré. Pendant que mère sélectionnait soigneusement mes robes pour le service du dimanche et que père traçait mon chemin vers une université acceptable, je rêvais en couleurs qu'il ne pouvait pas nommer. La famille Brox vivait selon un code non écrit. Chaque décision, des destinations de vacances aux céréales du petit déjeuner, passait par le filtre du jugement extérieur. Que vont penser les gens de nous, résonnait dans notre maison, rebondissant sur les murs immaculés et se déposant dans les coins où la poussière ne s'accumulait jamais parce que mère ne le permettait pas. La première fois que j'ai vraiment compris ma place dans la hiérarchie familiale, j'avais 12 ans. Après des semaines de supplications, j'avais convaincu mère de m'acheter une coloration capillaire temporaire, juste une seule mèche violette qui s'en irait après quelques shampoings. Je l'ai appliquée moi-même, les mains tremblantes d'excitation alors que je regardais la couleur s'épanouir contre mes cheveux bruns. Le résultat m'a ravi, une petite rébellion contenue dans une seule mèche de violet. J'ai dévalé les escaliers, impatiente de la montrer avant le dîner de remise des diplômes de Derek. Père leva les yeux de son journal, son expression passant de la distraction au dégoût en l'espace d'un battement de cœur. Absolument pas, dit-il, sa voix froide comme le givre de janvier. Va laver ça immédiatement. Mais c'est juste temporaire, ai-je plaidé. Ça aura disparu d'ici lundi. J'ai dit non. Son journal est revenu en place, un mur entre nous. Nous partons pour le dîner de Derek dans 30 minutes. Tu ne te joindras pas à nous en ressemblant à ça. Charles,
intervint Mère, sa voix basse. Les gens vont demander où elle est. Dis-leur qu'elle est malade, une grippe intestinale. Il ne baissa pas le journal. Il vaut mieux qu'ils pensent qu'elle est malade que de la voir ressembler à une sorte de délinquante. Je suis resté figé dans le salon, le poids de ces mots se déposant sur moi comme un linceul. Pas la déception de manquer le dîner de célébration au restaurant préféré de Derek, mais la facilité désinvolte avec laquelle j'avais été exclu, effacé pour maintenir l'image de la famille. Plus tard ce soir-là, je me suis assise seul dans ma chambre, grignotant un sandwich que Mère avait laissé avant leur départ. À travers la fenêtre de la cuisine du voisin, je pouvais voir ma famille rassemblée autour d'une table chez les Peterson d'Aix-en-Grave-Côté, où ils s'étaient arrêtés avant de se rendre au restaurant. Ils riaient ensemble, la main de Père tapotant l'épaule de Derek avec fierté. Le visage de Mère était animé alors qu'elle parlait, Lucas souriant à quelque chose que quelqu'un avait dit. Ils avaient l'air complets sans moi. Parfait, même. J'ai pressé ma paume contre le verre froid de ma fenêtre, regardant ma famille exister sans moi, et quelque chose a changé dans mon cœur. La fin constante de leur approbation a commencé à faire mal différemment, moins désespéré, plus résigné. J'ai réalisé alors que leur amour venait avec des conditions que je ne pourrais peut-être jamais satisfaire, des règles que je ne pourrais jamais comprendre. Cette nuit-là, alors que la mèche violette dans mes cheveux commençait à s'estomper sous des lavages répétés, une graine d'indépendance a pris racine dans le jardin de mon cœur. Des années passeraient avant qu'elle ne s'épanouisse pleinement, mais dans ce moment d'exclusion, regardant le rire à travers la lumière empruntée, j'ai commencé à comprendre que la famille, la vraie famille, ne devrait pas exiger la perfection pour accorder l'appartenance. Je ne savais juste pas encore que je devrais créer cette famille moi-même, à des milliers de kilomètres de la maison coloniale immaculée de Maple Street. Le premier carnet de croquis que je me suis jamais acheté était une chose bon marché à spirale de la pharmacie, acheté avec de l'argent d'anniversaire de ma grand-mère. Je l'ai caché entre mon matelas et mon sommier, ne le sortant que lorsque la porte de ma chambre était verrouillée et que la maison s'était installée dans le calme du soir. Avec des crayons de couleur étalés sur ma couette comme des feuilles d'automne tombées, j'ai créé des mondes que ma famille ne comprendrait jamais. À 16 ans, mes doigts portaient constamment la preuve de ma vie secrète, des taches de graphite sous mes ongles, des éclats de peinture qui ne s'en allaient pas, des callosités dues à la prise de crayon trop serré pendant trop longtemps. Mère l'a remarqué une fois pendant le dîner du dimanche, ses sourcils se haussant vers ses cheveux parfaitement coiffés. Pour l'amour du ciel, de l'année. Tes mains sont absolument sales. Elle m'a passé une serviette avec 2 doigts, comme si mes taches pouvaient en quelque sorte se transférer à ses ongles manucurés. Que pensera le pasteur Mitchell s'il te voit comme ça au groupe de jeunes demain? Je n'ai pas répondu, j'ai juste frotté la poussière bleue de pastel incrustée dans ma peau jusqu'à ce qu'elle rougisse. Ce que je ne pouvais pas expliquer, c'est que ces marques étaient des marques d'honneur, la preuve des seules conversations où je parlais vraiment. Ma voix avait été systématiquement réduite au silence à la table des Brox. Chaque opinion jugée inappropriée ou inutilement contraire. Chaque question accueillie par la phrase signature de Père, ce n'est pas à discuter. J'ai donc appris à parler à travers les lignes et les couleurs à la place, mes dessins devenant les phrases que je ne pouvais pas dire à voix haute. Dans ma chambre, entouré de carnets de croquis soigneusement cachés, j'ai créé des univers entiers, des paysages fantastiques où les arbres poussaient à l'envers et la gravité était facultative, des portraits de femmes avec des yeux féroces et des cheveux indomptés, des abstractions qui capturaient la tornade d'émotions qui tourbillonnait constamment dans ma poitrine. Chaque page était une déclaration d'indépendance, une minuscule révolution se produisant sous le toit de mes parents à leur insu. L'été avant la dernière année, j'ai découvert un forum d'art en ligne. Tremblante de nervosité, j'ai scanné et téléchargé mon premier dessin, un autoportrait où mon visage émergeait d'épines emmêlées, un seul oiseau perché sur mon épaule. Je l'ai appelé Bancage. Pendant que ma famille dormait, je suis revenu pour trouver des commentaires d'étrangers du monde entier. Cela me parle. Votre travail de ligne est incroyable. Je ressens cela dans mon âme. J'ai pressé ma paume contre ma bouche pour ne pas crier. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment. Pas la fille Brox bien élevée en kaki repassé et en coupe de cheveux sage, mais la vraie de l'année, sauvage et aspirante et débordant de choses à dire. Cette nuit a marqué le début de ma double vie. De l'année publique maintenait des notes acceptables, assistait aux fonctions familiales obligatoires et hochait la tête à intervalles appropriés. De l'année privée a développé un style distinctif qui incorporait des éléments botaniques avec des touches surréalistes, chaque création se ramifiant et se déployant comme une plante cherchant la lumière du soleil après trop longtemps dans l'obscurité. L'art n'était pas seulement mon passe-temps ou mon talent.
Il est devenu la fondation de mon identité lorsque tout le reste se sentait emprunté ou forcé. Dans ces carnets de croquis, j'ai découvert qui j'étais réellement sous le vernis de la famille Brox. La conversation sur l'université a commencé exactement comme je m'y attendais, lors d'un dîner soigneusement orchestré à l'automne de ma dernière année. Père a attendu que le dessert soit servi avant de s'éclaircir la gorge et de placer une brochure de Dartmouth à côté de mon assiette. J'ai parlé avec William Harrison, a-t-il annoncé, faisant référence à son camarade de collège qui siège maintenant au conseil d'administration de Dartmouth. Il m'a assuré qu'ils examineront favorablement votre candidature, malgré votre... Il s'est arrêté, cherchant une phrase diplomatique, malgré votre performance académique quelque peu incohérente. Mère rayonnait au-dessus de son cheesecake intact. L'économie serait parfaite pour toi, Delaney, si polyvalente, et le campus de Dartmouth est absolument magnifique en automne. Mes frères ont échangé des regards entendus. La machine familiale fonctionnait précisément comme prévu, un autre enfant Brox étant intégré dans sa case prédéterminée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà postulé dans cette école d'art à travers le pays, que je vendais des illustrations numériques en ligne depuis près d'un an, que je constituais un modeste compte d'épargne sous mon propre nom dans une banque de l'autre côté de la ville, que mon portfolio avait été examiné et loué par des artistes professionnels qui trouvaient ma vision convaincante et commercialement viable. J'ai hoché la tête et pris la brochure, les laissant croire que j'étais résigné à leur plan. Pendant ce temps, mes vraies candidatures voyageaient dans l'espace numérique vers des bureaux d'admission qui me jugeraient uniquement sur mon mérite artistique. La lettre d'acceptation du San Francisco Art and Design Institute est arrivée un mardi en avril. Je l'ai récupérée dans la boîte aux lettres avant que quiconque ne rentre à la maison, mes mains tremblant alors que je lisais et relisais les mots qui allaient tout changer. Non seulement accepté, mais offerte une bourse de 75% basée sur la soumission de mon portfolio. Pendant 3 jours, j'ai gardé la lettre pliée dans mon tiroir à chaussettes, la sortant la nuit pour vérifier qu'elle était réelle. Le vendredi soir, lorsque Père était particulièrement satisfait de lui après avoir remporté une affaire fiscale compliquée, j'ai placé la lettre sur la table à manger à côté de sa tasse à café. Il l'a lue avec une incrédulité croissante, son visage passant de la confusion à la colère comme des nuages orageux se rassemblant. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mon acceptation à l'université, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je commence en septembre. Mère a arraché la lettre de ses mains, ses yeux s'écarquillant. San Francisco? École d'art? Elle a prononcé les mots comme s'il s'agissait d'obscénité. Delaney, nous avons déjà discuté de ton avenir. La candidature à Dartmouth. Je ne l'ai jamais soumise, ai-je interrompu, ce que j'osais rarement faire. Je n'en aurais pas besoin. La tasse à café de Père a heurté la soucoupe avec un craquement sec. C'est absurde. Nous n'allons pas payer pour que tu gaspilles 4 ans à dessiner des images à 5000 km d'ici. J'avais anticipé cette réponse exacte, ayant répété cette conversation pendant des mois dans ma tête. Maintenant, les mots venaient facilement, sans trembler. C'est très bien. Je l'ai déjà gagné moi-même. J'ai hoché la tête vers les détails de la bourse. Et j'ai économisé assez pour les frais de subsistance. La décision est prise. L'explosion a été nucléaire. La voix de Père s'est élevée à des niveaux qui ont fait aboyer les chiens du voisin. Les accusations larmoyantes de trahison et d'ingratitude de Mère. Même mes frères sont sortis de leur chambre pour assister au spectacle de Delaney Brox défiant l'ordre familial. Pendant tout ce temps, je suis resté étrangement calme, comme si je regardais la scène de loin. Leurs mots, autrefois si puissants qu'ils pouvaient briser ma confiance, rebondissaient maintenant sur l'armure que j'avais construite grâce à des années d'art secret et de validation en ligne. Le lendemain matin, j'ai acheté un billet de bus aller simple pour San Francisco. Le voyage prendrait 3 jours, avec des transferts à Pittsburgh et à Denver. 3 jours pour me débarrasser de mon ancienne peau et me préparer à la renaissance sous le soleil californien. J'ai fait mes bagages méthodiquement, une valise de vêtements pratiques, d'articles de toilette et de quelques livres. Ma mallette de portfolio contenait des dessins originaux sélectionnés, ma tablette et des disques durs externes contenant mon travail numérique. Tout ce qui comptait tenait dans 2 sacs. Aucun adieu dramatique n'a perturbé mon départ. Père était parti au travail sans me parler. Mère est restée dans sa chambre avec un mal de tête. Mes frères étaient commodément ailleurs. La maison me semblait plus vide que d'habitude alors que je descendais mes sacs dans l'escalier familier une dernière fois. Dehors, la lumière du soleil printanière mouchetait sur la pelouse manucurée. Je me suis arrêté au bout de l'allée,
me retournant pour jeter un dernier coup d'œil à la maison coloniale où j'avais passé 18 ans à chercher une approbation qui n'est jamais venue. Les fenêtres symétriques me fixaient sans expression, ne révélant rien du tumulte intérieur. Le bus s'est éloigné des rues immaculées de Ridgefield, m'emmenant vers un avenir que j'avais conçu moi-même. À travers la fenêtre maculée, j'ai regardé ma maison d'enfance rétrécir et finalement disparaître dans un virage. La tension dans ma poitrine, une compagne constante aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir, a commencé à s'atténuer à chaque borne kilométrique que nous dépassions. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi l'art plutôt que l'approbation. La route à venir était incertaine et potentiellement difficile, mais elle était à moi, complètement, indéniablement à moi. San Francisco m'a accueilli comme la famille que je n'ai jamais eue. Le brouillard a roulé à travers le Golden Gate chaque matin, enveloppant la ville dans une étreinte argentée qui ne ressemblait en rien à la bienséance étouffante de Ridgefield. Ici, des baristas aux cheveux verts servaient du café à des hommes d'affaires en costume sans un regard de plus. Des professeurs avec des tatouages recouvrant toute la manche donnaient des conférences sur les techniques classiques. La ville palpitait de possibilités qui dilataient mes poumons à chaque respiration. « Tu te retiens » a déclaré le professeur Winters lors de ma première critique, tapotant un doigt usé contre mon carnet de croquis. Ses propres bras s'épanouissaient de pivoines de style japonais qui disparaissaient sous ses manches retroussées. Ces études botaniques ont une compétence technique, mais où es-tu dedans? La question m'a secoué. Où étais-je? Après 18 ans à me rétrécir pour rentrer dans des espaces trop petits pour mon esprit, je le savais à peine. Ma colocataire Zoé m'a traîné dans son salon de tatouage préféré ce week-end, insistant sur le fait qu'il était temps pour mon baptême à l'école d'art. Le studio sentait l'antiseptique et la possibilité. Les murs couverts de feuilles flash présentaient de tout, des encres traditionnelles aux abstractions à l'aquarelle. « Que veux-tu » a demandé l'artiste, une femme nommée Morgane dont les cheveux argentés étaient coupés courts d'un côté, longs et fluides de l'autre. J'ai déplié le dessin que j'avais esquissé et affiné pendant des semaines, une seule tige de digital avec des fleurs s'épanouissant sur mon avant-bras intérieur. Ces fleurs sont toxiques, ai-je expliqué. Mais elles sont aussi un médicament à la bonne dose. Les yeux de Morgane se sont plissés au coin. Je sais exactement ce que tu veux dire. La piqûre de l'aiguille m'a fait pleurer, mais j'ai accueilli la sensation. À chaque ligne gravée dans ma peau, j'ai revendiqué un territoire. Mon corps, mon choix, ma déclaration d'indépendance permanente. Quand je suis revenu en classe le lundi matin, je portais une chemise à manches courtes pour la première fois depuis mon arrivée. Le professeur Winters l'a remarqué immédiatement, examinant le tatouage en cours de guérison avec un intérêt professionnel. Maintenant, nous arrivons quelque part, a-t-elle souri. Voyons comment cela se traduit dans ton travail. Les écluses se sont ouvertes. Mes carnets de croquis étaient remplis d'études botaniques qui fusionnaient la précision scientifique avec la résonance émotionnelle. Belladone et hellebore, des plantes à double nature comme la mienne, capables de nuire ou de guérir selon la façon dont elles étaient manipulées. Les professeurs ont commencé à s'arrêter plus longtemps à mon poste pendant les critiques. Mon travail a été sélectionné pour l'exposition de la galerie étudiante, puis pour une exposition dans un café local. Les appels téléphoniques à la maison sont devenus plus brefs, moins fréquents. Comment se passent tes cours de commerce, demandait Père, s'accrochant à la fiction que je finirais par passer à un vrai programme de diplôme. Ils sont éclairants, répondais-je, techniquement sans mentir alors que je mélangeais les couleurs pour une étude sur la réfraction de la lumière à travers les pétales. Dean Wallace m'a arrêté après les examens finaux de portfolio en 3e année. Brox, ton travail d'illustration botanique est exceptionnel. As-tu envisagé l'illustration scientifique comme spécialisation? L'école de médecine a besoin de quelqu'un avec ton sens du détail. Le travail commandé a payé mon loyer d'été et a construit mon premier portfolio professionnel. J'ai encadré le talon de chèque de l'université et l'ai accroché au-dessus de mon bureau, la preuve que l'art pouvait être à la fois passion et profession, malgré ce que ma famille avait prédit. La carte de Noël de Père cette année-là incluait une note, il est encore temps de transférer des crédits à l'école de commerce. Je l'ai glissé derrière ma première illustration publiée dans un manuel médical, deux réalités se disputant l'espace mural dans mon petit appartement. Portland m'a appelé après l'obtention de mon diplôme, une ville où la nature sauvage rampait jusqu'aux frontières urbaines, où la mousse réclamait les espaces abandonnés, et où Iron & Ivy, un studio de tatouage spécialisé dans les motifs botaniques, avait publié une offre d'apprentissage. La propriétaire, Rachel West, a passé 30 minutes à examiner mon portfolio avant de lever les yeux. Ton travail de ligne est exceptionnel.
La façon dont tu comprends comment les plantes poussent, comment elles se tordent vers la lumière, cela ne peut pas être enseigné. Elle a tapoté un doigt usé contre mon tatouage de digital. Tu comprends déjà comment la peau devient une toile. Le reste, je peux te l'enseigner. L'apprentissage signifiait de longues heures à balayer les sols, à stériliser l'équipement et à dessiner des motifs flash pour des salaires de misère. Mais cela signifiait aussi tout absorber. Comment étirer la peau pour des lignes propres, comment déplacer l'aiguille pour différents effets, comment écouter les clients qui me faisaient confiance avec leurs histoires et leur peau. Pourquoi des lilas? J'ai demandé à une femme dans la soixantaine qui avait demandé les fleurs violettes sur son omoplate. Ma mère les cultivait, a-t-elle expliqué. Elle est partie depuis 20 ans maintenant, mais chaque fois que je sens leur floraison, je la sens avec moi. Ses yeux se sont embués. Je veux toujours l'emporter avec moi. Chaque client apportait des histoires gravées en eux avant même que je ne touche l'aiguille à la peau, l'étudiante couvrant les cicatrices d'automutilation avec des fleurs de cosmos, la survivante du cancer du sein réclamant un terrain altéré avec des fleurs de cerisier, le veuf incorporant l'écriture manuscrite de sa femme dans une pièce commémorative. Ce n'étaient pas seulement des clients. Ils sont devenus des connexions, des personnes qui me faisaient confiance avec leur douleur, leur guérison, leur transformation. J'ai créé un espace sûr pour leur vulnérabilité, quelque chose qui ne m'avait jamais été offert à la maison. 2 ans après mon apprentissage, mes motifs botaniques ont développé une liste d'attente. 4 ans plus tard, Rachel m'a appelé dans son bureau. J'ouvre un deuxième emplacement, a-t-elle dit sans préambule. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour être mon partenaire dans le magasin d'origine. Elle a fait glisser des papiers sur son bureau. 51% moi, 49% toi pour commencer. Nous réexaminons les pourcentages dans 2 ans. À 25 ans, je suis devenu copropriétaire d'un studio de tatouage respecté. Le jour où j'ai signé les papiers du partenariat, j'ai appelé à la maison pour la première fois depuis des mois. Je suis devenu copropriétaire d'une entreprise, ai-je dit amère, prudente dans mes mots. Sa voix s'est éclaircie. Oh, quel genre d'entreprise, ma chérie? Le genre qui est rentable et respecté dans son domaine, ai-je répondu, esquivant toujours. Eh bien, ton père sera heureux d'apprendre que tu as enfin trouvé une voie sensée, a-t-elle dit, la satisfaction réchauffant son ton. Peut-être que tu utiliseras enfin ce passe-temps artistique pour de vraies cartes de vœux ou quelque chose de respectable. Je l'ai laissé croire ce qu'elle avait besoin de croire. La vérité ne ferait que la décevoir, et j'avais cessé de chercher l'approbation que je ne recevrais jamais. Mon propre appartement est rempli de plantes et de lumière. Ma peau a accumulé plus d'art, un jardin que je porte avec moi partout. Iron Ivy a prospéré sous notre partenariat, présenté dans des magazines régionaux et réservé des mois à l'avance. Puis est arrivée l'enveloppe en ivoire dans mon courrier, adressée dans l'écriture parfaite de mère. À l'intérieur, l'invitation au mariage de Derek, des lettres dorées en relief annonçant son union avec Caroline Elizabeth Montgomery de Greenwich, Connecticut, à l'église épiscopale Saint-Matthew, suivie d'une réception au Ridgefield Country Club. Une note manuscrite a glissé entre le papier cartonné, Delaney, nous espérons que tu rejoindras la famille pour le jour spécial de Derek. Veuillez porter des couleurs neutres, les manches longues sont préférables, et évitez les tons de cheveux vifs pour les photos. Mère, la douleur familière a fleuri sous mes côtes. 6 ans à construire ma vie, mon entreprise, ma réputation, et pourtant toujours réduite à un embarras potentiel. Toujours demandé de cacher qui j'étais devenu. Rachel m'a trouvé en train de fixer l'invitation pendant la pause déjeuner. Mauvaise nouvelle? Nouvelle de la famille, ai-je clarifié, faisant glisser la note vers elle. Apparemment, je suis la bienvenue au mariage de mon frère tant que je fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle l'a lu, les sourcils se haussant. Qu'est-ce que tu vas faire? La question m'a hanté pendant des jours. Une partie de moi voulait arriver dans toute sa gloire, cheveux turquoise, tatouages exposés, portant la robe vintage argentée à paillettes que j'avais trouvée dans une boutique locale. Une autre partie, la jeune fille toujours affamée d'appartenance, chuchotait que le compromis pourrait ouvrir des portes à la réconciliation. J'ai réservé mon vol, emballé la robe argentée au lieu du beige demandé, pris des dispositions pour que mon assistant couvre les rendez-vous du week-end. J'ai porté un pull sur mes tatouages pour la cérémonie, mais je l'ai enlevé à la réception, la robe argentée captant la lumière alors que je bougeais. Le sourire crispé de mère m'a tout dit quand je suis arrivé. Nous avons organisé des places au dernier rang, ma chérie. Pour les photos de famille? Peut-être pourrais-tu te tenir derrière ton cousin Thomas?
Il est assez grand, tu vois. J'avais satisfait à la moitié de leurs exigences, et pourtant je me suis retrouvé effacé, assise là où je ne serais pas remarqué, positionné sur des photos où je pourrais être recadré plus tard, présenté à des parents éloignés comme notre fille qui vit dans l'Oregon, sans aucune mention de mon entreprise prospère. Le schéma s'est révélé avec une clarté parfaite. L'acceptation viendrait toujours avec des conditions que je ne pourrais pas remplir. L'appartenance exigerait toujours une diminution que je ne pourrais pas soutenir. Sur le vol de retour vers Portland, j'ai regardé les nuages passer sous l'aile et je me suis fait une promesse silencieuse. La prochaine célébration nécessitant la famille se déroulerait selon mes conditions, dans mon espace, avec des personnes qui aimaient tout de moi, non pas malgré les couleurs et les lignes que j'avais ajoutées à ma vie, mais à cause d'elles. 1 an plus tard, une autre invitation au mariage est arrivée un mardi, un papier cartonné crème glacée avec des lettres dorées qui captaient la lumière alors que je la retournais dans mes mains. Mon frère Lucas allait se marier avec Vanessa, une chirurgienne pédiatrique avec une garde-robe de perles et de cardigans que notre mère adorait. J'ai tracé mon doigt sur les bords en relief, à la recherche d'un soupçon de connexion authentique dans le libellé formel. Une plus petite carte est tombée de l'enveloppe, une note supplémentaire imprimée spécialement pour moi. Le Four Seasons Boston maintient un code vestimentaire strict. Aucun tatouage visible n'est autorisé. Veuillez prévoir en conséquence. Je fixe ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pas, nous avons hâte de te voir. Pas, ce sera si bon d'avoir toute la famille réunie. Juste un avertissement clinique sur mon existence étant incompatible avec leur événement soigneusement orchestré. Mon téléphone vibre avec un texto de Lucas. As-tu reçu l'invitation? Maman a insisté pour la note sur le code vestimentaire. Bien sûr, elle l'a fait. Je considère mes options tout en regardant les gouttes de pluie dévaler la fenêtre de mon atelier. Je pourrais porter des manches longues dans la chaleur de juin. Je pourrais me tartiner de maquillage spécial conçu pour cacher qui je suis devenu. Je pourrais me tordre dans leur moule pour un jour de plus. Je ne serai pas présente, je tape en retour. Félicitations à toi et à Vanessa. Lucas appelle immédiatement. Delaney, allez. C'est mon mariage. Je comprends cela, dis-je, gardant ma voix stable, et c'est un bel endroit avec des règles qui ne me conviennent pas. Tu pourrais te couvrir pour une journée, plaide-t-il, pour la famille. Je jette un coup d'œil aux fleurs sauvages qui s'épanouissent sur mon bras, chaque pétale un jalon dans mon voyage loin de leur suffocation. Ce n'est plus quelque chose que je suis prête à faire. Le silence s'étire entre nous, rempli d'ultimatums tacites. Les événements familiaux sont devenus des champs de bataille où mon identité est l'ennemi. D'abord, c'était veuillez vous habiller de manière appropriée pour Thanksgiving. Ensuite, peut-être laisser l'anneau de nez à la maison pour Noël. Chaque invitation venait avec des conditions de plus en plus spécifiques pour ma présence. Maman et papa seront déçus, dit finalement Lucas. Ils le sont généralement, je réponds, et je termine l'appel. Au cours de l'année suivante, les invitations se sont faites de plus en plus rares. Le dîner de Thanksgiving. La remise de diplôme de cousine Abby. La fête de départ à la retraite de papa. Chaque omission devenait une déclaration plus forte que les mots. J'étais en train d'être effacé du récit familial, un événement à la fois. Lorsque les photos Facebook sont apparues, issues d'événements dont je n'avais pas eu connaissance, une fête d'anniversaire surprise pour mes parents, un week-end de réunion de famille, j'ai réalisé que je n'étais même plus rejeté. J'avais tout simplement cessé d'exister dans leur monde. Le coup de grâce est arrivé quelques mois plus tard, lors d'un appel téléphonique de tante Sarah, toujours la médiatrice de la famille. Sa voix avait ce ton particulier réservé à l'annonce de mauvaises nouvelles enveloppées d'une fausse gentillesse. Delaney, ma chérie. À propos du mariage de Madison le mois prochain. Madison, ma plus jeune cousine, qui me suivait autrefois partout avec un carnet de croquis, me suppliant de lui donner des cours de dessin. Le truc, c'est, continua tante Sarah, qu'ils ont peur que tu influences les plus jeunes invités. Tous ces tatouages, tes choix de vie. Les futurs beaux-parents de Madison sont très traditionnels, et tout le monde a pensé qu'il serait peut-être préférable que je ne vienne pas, j'ai terminé pour elle, les mots amers mais familiers. Bien sûr, nous t'aimons tous, ajouta-t-elle rapidement. C'est juste que les occasions familiales ont certaines attentes. J'observe un client à travers la vitre de mon studio, admirant la manche botanique que j'avais terminée la semaine dernière. Elle croise mon regard et lève le pouce, son visage illuminé par la joie de se voir reflété dans l'art qu'elle a choisi. Vous savez quoi,
tante Sarah? Vous pouvez tous arrêter de vous inquiéter. Je n'assisterai plus à aucun événement familial, jamais. Sa réponse balbutiante s'estompe à mesure que la réalisation s'installe en moi comme la lumière du matin. Il ne me considère pas comme faisant partie de la famille, il me voit comme une contamination, un problème à gérer, une erreur à cacher. Ce soir-là, j'ai écrit un dernier email à mes parents, ne les suppliant pas de me comprendre comme je l'avais fait tant de fois auparavant, ne m'expliquant pas ou ne défendant pas mes choix, déclarant simplement que je fermais ce chapitre de rejet incessant. Mon doigt plane au-dessus de l'envoi alors que les souvenirs déferlent, les dîners d'enfance où ma voix était réduite au silence, les années d'adolescence où mon art était rejeté comme une phase, l'espace vide sur les photos de famille où j'aurais dû me tenir. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, une seule phrase de mon père. Nous pensons que c'est mieux ainsi. Ces 6 mots dénouent quelque chose en moi, pas de la douleur, comme je m'y attendais, mais un soulagement comme si je déposais un lourd fardeau que j'avais porté pendant des décennies. J'avais cherché l'approbation de personnes qui n'avaient aucune intention de me la donner. Le cycle incessant de rejet n'était pas un échec de ma part, c'était une libération. Alors que l'hiver approche, Portland m'accueille à bras ouverts, dans le mobilier dépareillé des espaces artistiques communautaires et les conversations tardives autour d'un vin bon marché. Zoé, une violoniste aux cheveux noirs striés d'argent, m'invite à un vernissage dès ma première semaine en ville. De la chair fraîche, plaisante-t-elle, passant son bras dans le mien alors qu'elle me présente à tout le monde. Gareth, un poète aux yeux doux et aux mains marquées par des années de travaux de construction, me montre les meilleurs cafés pour dessiner. Fiona, qui crée des installations artistiques à partir d'électronique jetée, m'aide à trouver mon appartement avec les parfaites fenêtres orientées au nord. Aucun d'eux n'exige d'explications sur qui je suis. Aucun d'eux n'impose de conditions pour appartenir. Lorsque Thanksgiving approche, je me prépare à la douleur familière de l'exclusion. Au lieu de cela, Zoé envoie un SMS, Thanksgiving des orphelins chez moi. Apporte tout ce qui ne fait pas peur au service d'hygiène. 23 personnes se pressent dans le loft de Zoé. Gareth apporte 3 tartes et son père âgé qui raconte des blagues paillardes. Fiona construit une dinde à partir de pièces métalliques récupérées qui devient la pièce maîtresse. Le groupe de musique de quelqu'un joue des chansons de vacances improvisées avec des paroles qui nous font hurler de rire. Je regarde ces gens avec leurs cheveux colorés et leurs peaux tatouées, leur bruit et leur tendresse, leur acceptation complète des parties brisées de chacun et je comprends ce que devrait être une famille. Personne ne me demande d'être plus petite. Personne ne suggère que je couvre mes tatouages. Personne ne chuchote sur ce que les autres pourraient penser. Lorsque Noël arrive, nous créons de nouvelles traditions, un arbre décoré de miniatures artistiques que nous avons chacun créé, un échange de cadeaux où tout doit être fait à la main ou d'occasion, un festin où chacun contribue avec le plat réconfortant de sa famille, créant une tapisserie de saveurs qui raconte notre histoire collective. Ces gens célèbrent les parties mêmes de moi que ma famille biologique a essayé d'effacer. Ils posent des questions sur mes tatouages au lieu d'exiger que je les cache. Ils encadrent mon art au lieu de le rejeter comme un passe-temps. Dans cet atelier entrepôt, avec ses briques apparentes et ses immenses fenêtres, entouré de personnes qui se sont choisies, je comprends enfin. La famille n'est pas héritée. Elle est reconnue. Elle est construite. Elle est choisie. Et je l'ai choisie. Ma première rencontre avec Caleb West a eu lieu un jeudi soir pluvieux lors de la présentation de printemps de la galerie Evergreen, 4 mois après Noël. Je me tenais à côté de ma dernière pièce, un motif de tatouage dorsal complexe transféré sur toile, lorsqu'une grande silhouette avec un appareil photo en bandoulière s'est approchée, des gouttes de pluie s'accrochant encore à ses boucles sombres. La texture ici est remarquable, dit-il, se penchant pour examiner le jeu d'ombre et de lumière. Vous avez capturé quelque chose de brut et d'honnête. C'est rare. J'ai regardé ses yeux tracer les lignes de mon travail, remarquant l'appréciation sincère dans son expression. Pas d'enthousiasme artificiel, juste une reconnaissance silencieuse. Je suis Caleb, offrit-il, tendant la main. Je documente les mouvements de contre-culture à travers le nord-ouest du Pacifique. Delaney Brooks, répondis-je, prenant sa main. Je mets de l'art permanent sur les personnes qui veulent que leur extérieur corresponde à leur intérieur. Son rire était inattendu, chaleureux et spontané. C'est peut-être la meilleure description du tatouage que j'ai jamais entendue. Alors que la foule de la galerie affluait autour de nous, notre conversation a dérivé des influences artistiques aux philosophies personnelles. Le photojournalisme de Caleb se concentrait sur les communautés existant en dehors des attentes dominantes, les habitants de communes, les défenseurs de la vie durable, les artistes underground,
les personnes qui avaient trouvé la liberté en rejetant les voies conventionnelles. Lorsque les lumières de la galerie ont baissé, signalant l'heure de la fermeture, il m'a demandé si je voulais le rejoindre pour un café. La pluie avait cessé, laissant les rues scintillantes sous les lampadaires alors que nous marchions vers un petit café à 3 pâtés de maison. « Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'art du tatouage ?» demanda-t-il, enveloppant ses mains autour d'une tasse fumante. Je lui ai raconté mon voyage du Connecticut à Portland, la liberté que j'ai découverte en créant de l'art permanent sur une toile consentante. Il a écouté sans interruption, ses yeux ne quittant jamais les miens. « La famille ?» demanda-t-il, la question planant entre nous. « J'ai construit la mienne », répondis-je honnêtement. Les parents biologiques sont de retour à l'Est et se demandent où ils se sont trompés. Il hocha la tête, comprenant ce qui brillait dans ses traits. Les familles choisies peuvent être plus nourrissantes que les accidents biologiques. Notre conversation s'est étirée au-delà de minuit, tissant des liens à travers les mouvements artistiques, les politiques identitaires et les communautés que nous avions chacun construites autour de nous. Contrairement au premier rendez-vous précédent où j'avais soigneusement édité mon récit, avec Caleb, je me suis retrouvé à offrir des vérités brutes. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, sa main a brièvement saisi la mienne. « Vous savez ce que je trouve le plus fascinant dans votre travail ?» demanda-t-il, sa voix douce dans l'air nocturne. « Dites-moi. » « Votre peau raconte des histoires que la plupart des gens passent une vie à cacher, dit-il, traçant un doigt légèrement le long de la manche florale recouvrant mon bras gauche. Il y a du courage dans ce genre de transparence. La simple observation a atterri avec un poids inattendu. Pas de l'admiration pour la technique ou le style, mais une reconnaissance du but plus profond derrière mon art, l'engagement envers une authenticité visible qui m'avait coûté ma première famille mais m'avait donné la liberté de devenir moi-même. J'ai accepté de le revoir avant que nous nous séparions. Au cours des mois suivants, notre relation s'est épanouie grâce à des projets créatifs partagés. Caleb a photographié mes séances de tatouage pour un article de magazine sur les femmes transformant l'industrie. J'ai conçu un logo pour sa prochaine exposition de photographie sur les communautés alternatives. Nous avons créé naturellement, sans les frictions que j'avais connues dans les relations précédentes. Aucune explication requise, aucune excuse nécessaire pour la poursuite d'obsessions artistiques ou le maintien d'horaires non conventionnels. Lorsque je l'ai invité à se joindre à la célébration du 5e anniversaire de mon studio, il est arrivé tôt pour aider à organiser les meubles et est resté tard pour laver les godets d'encre. Ma famille choisit Jasmine et Marcus du studio, Tori de l'appartement au-dessus, même le vieux professeur Hammond l'a accueilli sans réserve. Il correspond, observa Jasmine un soir après le départ de Caleb, les bras croisés alors qu'elle se penchait contre le cadre de la porte. Pas de période d'adaptation, pas de navigation maladroite, il appartient juste ici. L'observation m'a semblé significative. Mes partenaires précédents avaient abordé mon cercle avec prudence, traitant mes amis comme des obstacles à surmonter plutôt que des personnes à embrasser. Caleb s'est intégré de manière transparente, apportant du pain fait maison au dîner du dimanche et se souvenant des préférences de café de chacun sans qu'on le lui dise. Le contraste avec le rejet historique de ma famille biologique de toute personne que j'amenais à la maison était frappant. Mon père avait interrogé mon petit ami du lycée sur ses aspirations professionnelles, tandis que ma mère examinait les manières à table et la prononciation. Mes frères reconnaissaient à peine l'existence des personnes qui me tenaient à cœur. Caleb a assisté à des vernissages et à des présentations de l'industrie, son soutien silencieux ne faiblissant jamais. Il a documenté mon processus créatif avec son appareil photo, préservant les moments d'inspiration et de frustration. Lorsque j'ai reçu le prix de l'innovation de l'industrie en juin, son visage a été le premier que j'ai vu dans la foule. « Tu rayonnes ce soir », murmura-t-il pendant l'after-party, écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Je suis heureuse, répondis-je, la simple vérité de la chose me surprenant. »« Ça te va bien ?» dit-il, déposant un baiser sur mon front. Nous avons construit notre relation sur une base de soutien mutuel et d'acceptation sincère. Il comprenait mon besoin d'espace créatif et respectait mes limites sans s'offenser. J'ai appris à accepter ces retraites occasionnelles dans une contemplation silencieuse, sans les prendre personnellement. Pour notre premier anniversaire, Caleb a suggéré un week-end sur la côte de l'Oregon. Nous avons loué un petit cottage surplombant le Pacifique, les fenêtres ouvertes pour capturer le rythme constant des vagues contre le rivage. Après une journée à explorer les bassins de marée et à ramasser des pierres intéressantes, nous sommes retournés regarder le coucher de soleil peindre l'horizon en orange et rose brillant. Caleb semblait inhabituellement nerveux, ses mains tripotant l'appareil photo qu'il n'avait pas utilisé de l'après-midi. « J'ai quelque chose pour toi »,
dit-il alors que l'obscurité s'installait autour de nous et que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de nous. De sa poche, il sortit une petite boîte en bois, sculptée à la main avec de délicats motifs floraux. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine alors qu'il la plaçait dans ma paume. « Ouvre-la » insista-t-il doucement. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, dont le design était immédiatement reconnaissable, une petite fleur sauvage, poussant à travers du béton fissuré, l'image exacte de mon premier tatouage. Celui que j'avais dessiné moi-même à 19 ans, marquant ma décision de quitter définitivement le Connecticut. La première fois que tu m'as montré ce tatouage, dit Caleb, sa voix ferme malgré l'émotion qui brillait sur son visage, tu m'as dit qu'il représentait la résilience, la beauté émergeant des difficultés. J'ai hoché la tête, les mots momentanément hors de portée. C'est ce que je vois en toi chaque jour, continua-t-il. Non pas malgré ton passé, mais à cause de la façon dont tu as grandi à travers lui. Il prit la boîte dans mes mains tremblantes. Je veux passer ma vie à aimer ton moi authentique, Delaney. Chaque histoire, chaque cicatrice, chaque moment de devenir. La bague attrapa le clair de lune alors qu'il la tenait entre nous. Veux-tu m'épouser? À cet instant, le poids d'une vie à chercher l'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais a complètement disparu. Voici un homme qui me voyait complètement peau tatouée, choix non conventionnel, ambition artistique et offrait non seulement l'acceptation, mais la célébration. Oui, murmurai-je, puis plus fort. Oui. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, le symbole de la fleur sauvage pressant doucement contre ma peau, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que ma famille biologique n'avait jamais réussi à fournir, un amour inconditionnel, sans exigence de performance. Nous avons scellé notre promesse par un baiser alors que les vagues s'écrasaient contre le rivage, le son des forces naturelles remodelant le littoral, une toile de fond appropriée à ce moment de transformation. Avec Caleb, je ne me battais pas pour être vu ou je ne luttais pas pour être valorisé. J'existais simplement, pleinement et librement, dans le cercle de ses bras. Nous sommes restés enlacés sous la lumière des étoiles, planifiant un avenir construit sur les bases que nous avions déjà établies, une base de respect mutuel, de partenariat créatif et du genre d'amour qui n'exige pas de cacher les vérités inconfortables. Pour la première fois depuis que j'ai quitté le Connecticut, je me sentais complètement chez moi. Mes fiançailles avec Caleb n'ont pas été planifiées avec des tableaux Pinterest ou des tableaux de vision, cela s'est produit un mardi au hasard lorsque nous avons réalisé que nous avions construit quelque chose dont aucun de nous ne voulait vivre sans. Au moment où il a glissé cette bague émeraude vintage à mon doigt, je savais exactement deux choses, je voulais passer ma vie avec cet homme, et dire à ma famille serait le test final de tout ce que j'avais construit depuis que j'avais quitté le Connecticut. Es-tu sûr de vouloir leur dire, demanda Caleb, ses doigts traçant des cercles sur mon épaule alors que nous étions allongés dans le lit ce soir-là. On pourrait juste leur envoyer une annonce après. J'ai secoué la tête, sentant un étrange calme s'installer en moi. Une dernière chance. Je dois leur donner une dernière occasion de me voir réellement. Le lendemain matin, j'ai rédigé l'email avec des mains stabilisées par le café. Pas de déclaration dramatique ou d'ultimatum, juste de simples faits. Caleb et moi sommes fiancés. Nous planifions une petite cérémonie à Portland en octobre. Nous aimerions que vous fassiez partie de ce nouveau chapitre de nos vies. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant 3 respirations avant d'appuyer dessus. Le doux bruissement du message envoyé semblait si banal pour quelque chose qui ressemblait à lancer une fusée éclairante dans le ciel sombre du Connecticut. L'espoir a brièvement vacillé une braise dangereuse que je pensais éteinte depuis des années. Peut-être que cette étape franchie comblerait enfin le fossé entre qui j'étais et qui ils voulaient que je sois. Peut-être qu'un mariage serait assez important pour qu'ils essaient. La réponse de ma mère est arrivée en quelques heures, ces mots aussi précis que son écriture. Nous aimerions bien sûr rencontrer ce jeune homme avant de donner notre bénédiction. Peut-être pourriez-vous tous les deux visiter Ridgefield bientôt? L'ajout de mon père est venu en bas. Félicitations. Allez-vous atténuer les choses pour les photos? J'ai regardé l'écran, attendant la piqûre familière de leur rejet. Au lieu de cela, j'ai senti la clarté m'envahir comme de l'eau fraîche. Rien n'avait changé. Toutes ces années passées loin, et ils me voyaient toujours comme quelque chose à réparer, quelqu'un à approuver sous condition. Aucune larme n'est venue. Seulement une décision. Ils veulent te rencontrer, ai-je dit à Caleb ce soir-là, lui tendant ma tablette avec l'email affiché. Pour t'évaluer, devrais-je dire. Ses yeux ont scanné le message, sa mâchoire se serrant légèrement à la question de mon père. « Et que veux-tu » demanda-t-il, posant la tablette de côté.
La pression a augmenté au cours des semaines suivantes. Maman a appelé avec des suggestions sur les tenues de mariage appropriées, des couleurs pâles qui ne jurent pas avec mes cheveux, dont elle espérait toujours qu'ils retrouveraient leur état naturel avant la cérémonie. Papa a envoyé des informations par email sur un cousin photographe spécialisé dans les portraits classiques qui résisteraient à l'épreuve du temps. Nous serions heureux de contribuer financièrement, a mentionné maman lors de notre 3e appel, sa voix mielleuse de contrôle. Bien sûr, cela signifierait s'adapter à certaines traditions familiales. Des traditions qui n'avaient jamais inclus quelqu'un comme moi. Lorsqu'ils ont demandé que nous visitions le Connecticut afin qu'ils puissent évaluer correctement Caleb avant le mariage, le jugement à peine voilé est devenu impossible à ignorer. Ils traitent ça comme si tu postulais à un poste, ai-je dit à Caleb, faisant les 100 pas dans notre appartement, l'entretien du gendre convenable. Caleb m'a regardé traverser la pièce, son expression ferme. « Que veux-tu faire » demanda-t-il pour la 3e fois cette semaine. Il décortiquerait tout chez toi, ai-je continué. Tes mains d'artiste, tes tatouages, la façon dont tu parles de ton travail. Il sourirait poliment en décidant que tu n'es pas assez bien. Je peux supporter l'examen minutieux, dit-il doucement. Mais il ne s'agit pas de moi, c'est ta décision entièrement. J'ai cessé de faire les 100 pas, saisi par la simplicité de sa déclaration. Ma décision, pas la leur. Ils ne m'ont jamais vu, ai-je murmuré. Pas une seule fois en 31 ans. Alors peut-être qu'ils ne méritent pas d'être aux premières loges pour le reste de ta vie, suggéra-t-il. La vérité a atterri avec une clarté étonnante. Ils ne seraient pas invités. La réalisation n'a pas apporté la satisfaction vindicative que j'aurais pu attendre il y a des années. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition. Il s'agissait d'autoprotection, de la dernière limite que je devais tracer autour de la vie que j'avais construite. Je ne veux pas qu'ils soient là, ai-je dit, les mots apportant un soulagement immédiat. Je ne veux pas passer le jour de notre mariage à attendre leur approbation ou leur critique. Je ne veux pas scanner la foule à la recherche d'expressions de désapprobation ou me préparer à des commentaires sur mon apparence. Caleb traversa la pièce et prit mes mains. Alors nous construisons cette journée à notre façon. La planification de notre mariage s'est transformée d'un champ de mine en une célébration. Au lieu de naviguer dans la politique familiale, nous avons choisi des fleurs en fonction uniquement de ce qui nous faisait sourire. Notre lieu, le jardin sur le toit de notre restaurant local préféré, nous reflétait parfaitement avec son charme botanique urbain. Nous avons conçu une cérémonie qui honorait notre parcours, des lectures de livres qui nous avaient façonnés, de la musique qui nous avait portés à travers des moments difficiles, des vœux que nous avons écrits ensemble lors de soirées arrosées de vin. « Et tes parents » demanda Stella lors de notre rendez-vous café hebdomadaire, son inquiétude étant sincère. Regretteras-tu de ne pas les avoir là? J'ai passé des années à regretter de ne pas avoir les parents dont j'avais besoin, ai-je répondu, me surprenant moi-même avec la paix derrière mes mots. J'en ai fini avec ça maintenant. Ma famille choisie s'est ralliée à ma décision avec un soutien total. Marcus a proposé de m'accompagner à l'hôtel. Stella est devenue ma partenaire de planification, ses compétences organisationnelles équilibrant mon chaos créatif. Les parents de Caleb ont appelé pour me dire qu'ils étaient honorés de m'accueillir officiellement dans leur famille. Tatouages, cheveux turquoise et tout le reste. Le mariage s'est transformé d'un champ de bataille potentiel en un symbole de libération. Pas un jour marqué par ceux qui manquaient, mais par ceux qui avaient choisi d'être présents. Pas une occasion alourdie par l'obligation, mais élevée par une connexion authentique. Pour la première fois, j'ai compris que la famille n'était pas quelque chose pour lequel on auditionnait constamment. C'était quelque chose que l'on construisait, choix après choix, avec des gens qui vous voyaient clairement et vous aimaient quand même. Notre mariage serait le premier jour de cette nouvelle création. Une célébration non pas de ce que nous faisions semblant d'être, mais de ce que nous avions toujours été sous les attentes des autres. Libre. Je m'appelle Delaney Brooks, et aujourd'hui j'épouse l'homme qui m'aime exactement comme je suis. L'entrepôt converti surplombant la rivière Willamette brille de guirlandes lumineuses qui se reflètent sur l'eau, créant des constellations en bas pour correspondre aux étoiles au-dessus. Octobre à Portland apporte une brise fraîche qui transporte le parfum des feuilles tombées et de la possibilité à travers les portes coulissantes ouvertes. Cet espace, qui abritait autrefois des machines industrielles et des stocks d'entreprises, berce aujourd'hui la célébration la plus authentique de ma vie. Prête, demande Mira, ajustant la dernière fleur dans ma tresse lâche. Ses mains, fermes après des années de tatouage à mes côtés, travaillent avec une précision exercée. Je me tourne pour faire face au miroir en pied, appuyé contre la brique apparente.
La femme qui me regarde ne ressemble guère à la fille qui cachait autrefois des carnets de croquis sous son matelas dans le Connecticut. Mes cheveux turquoise tombent en cascade sur mes épaules nues, et la soie de ma robe d'eau nue révèle le tatouage sur ma colonne vertébrale que j'ai conçu moi-même. Mon histoire. Ma peau. Les mots coulent le long de mes vertèbres, dans une écriture qui ressemble à des vignes grimpantes. Plus que prête. Je réponds en passant mes doigts sur la délicate broderie de perles à ma taille. 31 ans en préparation. La musique change pas la marche nuptiale traditionnelle que ma mère aurait exigée, mais une version acoustique de la chanson sur laquelle Caleb et moi avons dansé le soir de notre rencontre. Mon signal. Je parcours l'allée seul par choix. Pas parce qu'il n'y a personne pour me donner, mais parce que j'ai passé des années à me reprendre en main. Les visages qui se tournent pour observer mon approche appartiennent à des personnes qui ont choisi d'être ici, des artistes dont le travail est exposé à côté du mien dans des galeries, des clients dont la peau porte mon art, des amis qui ont laissé de la place pour ma transformation. Leurs yeux reflètent une approbation qui ne nécessite ni performance, ni prétention. Caleb attend sous une installation de grues en papier et de sculptures en fil de cuivre créées par nos amis artistes. Ses yeux s'écarquillent à ma vue, et des larmes se forment immédiatement. Cet homme, avec son œil de photographe pour la beauté dans des endroits inattendus, me voit complètement. « Tu es tout » murmure-t-il alors que je le rejoins, sa voix se brisant. Notre officiant, Marcus, qui dirige la galerie où Caleb et moi avons exposé ensemble pour la première fois, sourit aux invités assemblés. Nous sommes réunis aujourd'hui non pas pour assister au début d'une relation, mais pour reconnaître un lien qui existe déjà. Cette cérémonie est une déclaration publique d'une dévotion privée que Delaney et Caleb ont construite grâce à la créativité, à l'honnêteté et au courage d'être pleinement eux-mêmes. Merci d'être présents. Les vœux que nous échangeons ne contiennent aucune promesse d'obéissance ou de servitude. Au lieu de cela, nous nous engageons à accepter l'évolution de chacun, l'authenticité en toute saison, et la liberté de créer sans jugement. Je promets de ne jamais te demander de te rapetisser pour mon confort, dit Caleb, sa voix stable maintenant malgré les larmes qui coulent sur ses joues. Ta sauvagerie est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. Quand je parle, ma voix porte jusqu'aux poutres sans trembler. Je promets de me tenir à tes côtés, jamais derrière toi ni devant toi. Je te choisis les yeux ouverts et le cœur plein, non pas parce que tu me complètes, mais parce que tu célèbres mon entièreté. Des rires ponctuent la cérémonie, sincères et débridés. Quand je cafouille avec l'anneau, manquant de le faire tomber entre les lattes de bois sous nos pieds, personne ne halète d'horreur. Au lieu de cela, Marcus lance, des mains d'artiste précises avec l'encre, maladroite avec les bijoux et la foule éclate de rires complices. Alors que nous nous embrassons pour sceller nos vœux, des acclamations éclatent et semblent faire trembler les lustres industriels au-dessus de nos têtes. Je sens quelque chose se poser dans ma poitrine, une certitude qui s'est construite depuis que je suis descendu de ce bus à San Francisco avec rien d'autre que de la détermination et un portfolio. C'est ça, se sentir appartenir. La réception découle naturellement de la cérémonie, l'espace se transformant alors que des ampoules Edison illuminent des stations de nourriture proposant une cuisine de nos restaurants locaux préférés. Pas de places attribuées, pas de dîner formel où la conversation meurt sous le poids de la formalité. Les gens se rassemblent en groupes fluides, des assiettes en équilibre sur les genoux, des verres à vin agrippés en gesticulant pour souligner les histoires. Contre un mur, Vince, un tatoueur local qui m'a encadré quand j'ai emménagé à Portland, a installé un petit stand proposant des motifs commémoratifs. Rien d'élaboré, de minuscules symboles que les invités peuvent choisir pour marquer ce jour. Une file d'attente se forme rapidement, des rires éclatant à chaque fois que quelqu'un grimace à la première touche de l'aiguille. Ton père s'effondrerait à la vue de sa plaisante Amelia, mon ancienne professeure d'art qui a fait la route depuis San Francisco pour le mariage. Elle fait un geste vers le stand de tatouage avec son verre de vin. C'est en partie pour ça que j'aime ça, j'admets, en regardant la cousine de Caleb se faire tatouer un petit cœur géométrique sur son poignet, bien qu'honnêtement, j'ai arrêté de prendre des décisions basées sur ce qui horrifierait ma famille il y a des années. Le mur opposé présente les photographies de Caleb, pas des portraits de mariage ou des photos de fiançailles, mais son travail professionnel, des paysages urbains de Portland, des portraits intimes d'artistes dans leur studio, et une série qu'il appelle Réclamation mettant en scène des personnes et leurs tatouages, chaque image étant associée à l'histoire derrière leur art corporel. Mon portrait est accroché au centre, dos à la caméra, tatouage sur la colonne vertébrale entièrement visible, visage tourné juste assez pour montrer mon profil illuminé par la lumière de l'or doré. Vous avez créé quelque chose de remarquable ici, dit Marcus, apparaissant à mon coude avec une assiette d'amuse-gueule, et je ne parle pas seulement du mariage.
Je suis son regard autour de la pièce vers le groupe diversifié de personnes qui forment notre famille choisie, vers l'art qui nous entoure, vers l'atmosphère de célébration non alourdie par la prétention. Nous voulions un mariage qui soit authentique, lui dis-je, pas une performance. Mission accomplie, dit-il, me serrant l'épaule avant de s'éloigner pour discuter avec d'autres invités. Alors que la nuit s'avance, Caleb me trouve près de la table des desserts et enroule ses bras autour de ma taille. Qu'est-ce que ça fait d'être Madame Reed, murmure-t-il contre mon oreille. Je me retourne dans son étreinte, croisant son regard. En fait, je suis toujours de l'année Brox, et tu es toujours Caleb Reed, deux personnes entières qui se sont choisies. Son sourire s'élargit. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. La célébration continue jusqu'aux petites heures du matin. Personne ne regarde sa montre, ni ne s'éclipse tôt avec des excuses polies. Ces gens, artistes, rêveurs, conteurs de vérité, comprennent la valeur de moments comme ceux-ci. Au moment où Caleb et moi partons pour notre petit appartement dans le Pearl District, mes joues me font mal à force de sourire et mes pieds à force de danser. 2 semaines plus tard, la sonnette retentit alors que Caleb et moi sommes assis à notre îlot de cuisine en train de trier des photos de mariage. Le son semble intrusif par un paresseux dimanche matin, inattendu et indésirable. Caleb se lève le premier, se dirigeant pieds nus vers la porte. J'entends le grincement familier de son ouverture, suivi d'un silence anormal qui me tire de mon tabouret. Quand j'atteins l'entrée, le passé se tient sur notre paillasson. Père a l'air plus âgé, ses épaules légèrement voûtées sous sa veste de costume sur mesure. Mère serre son sac à main avec des jointures blanches, ses perles exactement où elles ont toujours été. Derrière eux, Derek et Lucas planent maladroitement, aucun des deux ne croisant mon regard. De l'année, dit Père, mon nom sonnant étrange sur sa langue après tant d'années de silence. Caleb recule à mes côtés, ses bras glissant protectrices autour de ma taille. L'alliance en or simple à son doigt capte la lumière. Pouvons-nous entrer, demande Mère, sa voix cassante d'une politesse forcée. J'hésite seulement brièvement avant d'acquiescer. Ils pénètrent dans notre salon, ces étrangers qui partagent mon ADN, ayant l'air déplacés parmi nos meubles éclectiques et nos œuvres d'art murales. Pourquoi êtes-vous ici, je demande quand ils se sont installés rigidement sur notre canapé et nos fauteuils. Père s'éclaircit la gorge. Nous avons reçu ceci. Il brandit un article de journal, un reportage sur les mariages locaux de l'Oregonian qui comprenait une photo de notre cérémonie, par l'intermédiaire d'une connaissance avec Portland Connection. Félicitations, offre Lucas faiblement, gagnant un regard acéré de Père. Nous sommes venus discuter de votre comportement, continua Père comme si Lucas n'avait pas parlé. Comprenez-vous à quel point il était humiliant d'apprendre votre mariage par des étrangers? D'entendre les gens nous demander pourquoi nous n'étions pas là. Mère se penche en avant. La fille des Henderson l'a vu en ligne. Elle a posé la question à Eleanor à son déjeuner de charité. Elle parle comme si cela expliquait tout, comme si l'embarras social justifiait leur soudaine apparition après des années de silence. Vous attendiez-vous à une invitation, je demande, une curiosité sincère dans ma voix. Nous sommes votre famille, dit Mère, comme si le mot seul portait un poids irréfutable. L'êtes-vous, demande Caleb doucement à mes côtés. Je serre sa main en signe de gratitude. Savez-vous à quel point c'est embarrassant, continue Mère, sa voix s'élevant légèrement, d'avoir une fille qui vous ressemble? Qui vit comme ça? Qui exclut sa propre famille de son mariage? Les mots planent dans l'air entre nous, cristallisant 30 ans d'amour conditionnel en un seul moment de clarté. Merci, je dis, surprenant tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. Excusez-moi. Les sourcils de Père se froncent. Merci de confirmer ce que j'ai toujours su. Ma voix reste stable, ma main toujours fermement dans celle de Caleb. Vous n'êtes pas contrarié d'avoir manqué mon mariage. Vous êtes contrarié que les gens sachent que vous l'avez manqué. Je me lève, et Caleb se lève avec moi. Ensemble, nous nous dirigeons vers la porte, l'ouvrant en invitation claire à leur départ. J'ai construit une vie entourée de personnes qui m'aiment pour qui je suis, pas pour qui vous vouliez que je sois, je leur dis, regardant chaque membre de la famille dans les yeux, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Ils partent le dos raide et les lèvres serrées, pas d'embrassade ni de promesse de rester en contact. La porte se ferme sur 30 ans d'amour conditionnel, avec un clic doux qui sonne comme la liberté. Caleb me serre dans ses bras alors que leurs pas s'éloignent dans le couloir. Ça va? Je presse mon front contre son épaule et respire profondément. Oui, je dis, et je le pense. Je vais enfin bien. L'aiguille de mon tatouage bourdonne contre la peau de Parker,
une douce vibration qui nous relie au-delà des mots. Elle grimace légèrement alors que je trace les contours d'un papillon émergeant de ce qui ressemble à du verre brisé, son premier tatouage à 39 ans. Ma mère m'a dit que les tatouages étaient pour les gens sans avenir, murmure Parker alors que je m'arrête pour essuyer l'excès d'encre. Je l'ai cru pendant 20 ans. J'acquiesce, une compréhension circulant entre nous comme un courant, la mienne a dit qu'ils étaient pour les gens qui n'avaient rien à perdre. Et nous voilà, rit Parker, la tension dans ses épaules s'apaisant. Il s'avère qu'ils se sont trompés sur beaucoup de choses. 3 mois se sont écoulés depuis mon mariage. 3 mois à me réveiller à côté de Caleb sans ce nœud familier d'anxiété dans mon estomac, me demandant si aujourd'hui serait le jour où je gagnerais enfin l'approbation de ma famille. 3 mois à traiter à travers mes carnets de croquis et mes journaux, déversant des décennies de rejet sur des pages qui retiennent ma douleur sans jugement. Dans les heures calmes de mon studio, j'ai créé plus que de l'art. J'ai construit une compréhension. Chaque coup de pinceau et chaque entrée de journal m'ont aidé à reconnaître que ce que ma famille considérait comme de la rébellion était en réalité de la survie. Mes cheveux colorés, mes tatouages, mon refus de me rapetisser, ce n'étaient pas des armes brandies contre eux, mais des boucliers que j'ai fabriqués pour me protéger. Presque fini, je dis à Parker, ajoutant les touches finales à son papillon. Comment ça fait? Comme la liberté, dit-elle, les yeux qui brillent. Comme si j'étais enfin autorisé à exister dans mon propre corps. Ces mots cristallisent quelque chose que je ressens depuis l'ouverture d'Ambeing Collective il y a 6 semaines. Ce qui a commencé comme un studio solo est devenu un sanctuaire pour les nouveaux clients comme Parker, des personnes qui guérissent de la honte corporelle, des familles qui leur ont appris que leur corps n'était pas vraiment les leurs. J'ai transformé ma compréhension en but, en créant un espace où la vulnérabilité est honorée plutôt qu'exploitée. Les murs vermentent, les chaises confortables, l'absence de miroir, sauf en cas de nécessité, chaque détail conçu pour dire, vous êtes à votre place ici, exactement comme vous êtes. Voilà, je dis, posant mes outils et nettoyant doucement la pièce finie. Jetez un coup d'œil. Le soupir de joie de Parker nourrit quelque chose d'affamé dans mon âme. C'est parfait, murmure-t-elle, touchant la peau autour de son nouveau tatouage avec respect. C'est exactement comme j'imaginais que ça le serait. Je sais qu'elle ne parle pas seulement du papillon. Plus tard ce soir-là, après avoir fermé le studio à clé, mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro que je reconnais encore, malgré des mois de silence. Lucas. Mon frère cadet. On peut se parler? Un café un de ces jours? Mes mains tremblent légèrement alors que je montre le message à Caleb de l'autre côté de notre table de cuisine. Il tend la main vers mes doigts, les stabilisant avec sa paume chaude. Qu'est-ce que tu veux faire? Demande-t-il, sa voix neutre, encourageante sans diriger. Je ne sais pas, j'admets, regardant ces 7 simples mots qui portent en quelque sorte le poids de décennies. Une partie de moi veut l'ignorer. Quelque part. Et l'autre partie? Je trace le grain du bois de notre table. Et curieuse. 3 jours plus tard, je suis assise en face de Lucas dans un café à égale distance de nos maisons, la sienne dans la banlieue, la mienne au centre-ville. Il a vieilli d'une manière qui me surprend. De fines lignes autour de ses yeux qui n'étaient pas là à Noël il y a 2 ans, quand il s'est tenu silencieusement pendant que notre père faisait des remarques blessantes sur mes choix de vie malheureux. Tu as l'air bien, Del, dit-il, utilisant prudemment mon surnom d'enfance, comme tester la glace sur un lac gelé. Merci, je réponds, ni froide ni chaleureuse, attendant. Lucas serre ses mains autour de sa tasse, ses jointures blanchissant. Jenny est enceinte, dit-il enfin. 4 mois. Félicitations, j'offre, le pensant malgré tout. Ça me fait réfléchir à des choses. À la famille. Il lève les yeux, croisant mon regard directement. Au genre que je veux créer. Le bruit ambiant du café s'estompe alors que Lucas prononce des mots que je ne m'attendais jamais à entendre. Je suis désolé, dit-il, sa voix se fissurant légèrement, de ne pas t'avoir défendu, d'avoir privilégié l'approbation de papa à tes sentiments, de faire semblant de ne pas voir à quel point il te blessait. Je reste parfaitement immobile, craignant que le mouvement ne brise le sort qui a rendu ce moment possible. Jenny et moi avons parlé de la façon dont nous voulons élever notre enfant, continue-t-il, et je n'arrête pas de penser à toi. À la façon dont je ne veux jamais que mon enfant se sente comme tu as dû te sentir, comme si tu devais gagner ton appartenance. Ces excuses ne sont pas parfaites, elles n'effacent pas des années de complicité. Mais elles sont sincères. Et je reconnais le courage qu'il a fallu pour traverser le gouffre que notre famille a créé. Je ne demande pas un pardon immédiat, ajoute rapidement Lucas.
Je voulais juste que tu saches que j'essaie de comprendre. Et que j'aimerais reconnaître ma sœur, la vraie, pas la version que papa voulait que tu sois. Nous avons parlé pendant 2 heures. J'ai établi des limites claires pour toute relation future, pas de critiques sur mon apparence, pas de suggestions utiles ou sur ma carrière, pas d'attentes selon lesquelles je me conformerai un jour au moule de la famille Brox. Je ne cherche plus la validation, lui dis-je alors que nous nous préparons à partir, je suis ouverte à la reconnexion, mais seulement à des conditions authentiques. Lucas acquiesce, une compréhension naissant dans des yeux qui ressemblent remarquablement aux miens. Je pense que c'est juste. Il hésite avant d'ajouter, papa et Derek pourraient ne jamais changer. Je sais, je dis, surprise de voir à quel point cette perspective me fait peu de mal maintenant. C'est leur choix de faire. En rentrant chez moi, je réalise que quelque chose de profond a changé. La réconciliation ne consiste pas à oublier le mal ou à faire semblant qu'il ne s'est jamais produit. Il s'agit de respect mutuel, et du courage de recommencer différemment. Le faire-part de mariage arrive un mardi au début du printemps, une enveloppe couleur crème avec l'écriture distinctive de ma cousine Emma. À l'intérieur, sous la demande formelle de ma présence à son mariage avec Thomas Wells, elle a écrit une note personnelle. Delaney, je veux que tu sois là exactement comme tu es, cheveux bleus sarcelles, tatouages et tout le reste. Tu as toujours été plus courageuse que nous tous. Avec amour, je trace les mots du bout de mon doigt, me souvenant d'Emma comme la cousine discrète qui semblait toujours regarder, observant la dynamique familiale avec des yeux réfléchis. Nous n'avons jamais été proches, elle était plus jeune, plus conforme aux attentes familiales, mais son invitation ressemble à une reconnaissance. Tu vas y aller ? Demande Caleb ce soir-là alors que nous préparons le dîner ensemble, nous déplaçant dans notre petite cuisine dans la danse synchronisée des personnes qui connaissent les rythmes de l'autre. Je coupe les légumes avec des mouvements précis. Je pense que oui. Le couteau tape contre la planche à découper, non pas pour le pardon, pour la clôture. Je serai juste à tes côtés, promet-il, embrassant ma tempe. 2 mois plus tard, nous arrivons à l'église historique en pierre où des générations de ma famille élargie ont célébré des étapes importantes. Mes cheveux sont fraîchement teints en bleu sarcelle, vibrant contre l'élégance simple de ma robe. La main de Caleb repose fermement contre le bas de mon dos lorsque nous entrons. Les réactions sont exactement comme je m'y attendais. Les yeux de tante Judith s'écarquillent de choc avant qu'elle ne se détourne rapidement. Oncle Robert me salue avec une politesse raide, son regard ne croisant jamais tout à fait le mien. Mes parents sont assis près du devant, les épaules raides, aucun des deux ne se retournant lorsque des chuchotements annoncent notre arrivée. Mais il y a aussi des surprises. Cousin Matthew me serre chaleureusement dans ses bras. Il était temps que tu reviennes, dit-il avec un plaisir sincère. Emma elle-même se précipite vers moi dans sa robe de pré-cérémonie, me serrant fort dans ses bras. Merci d'être venu, murmure-t-elle. Cela signifie tout. Je réalise alors ce qu'est vraiment ce moment. Non pas un champ de bataille ou un terrain d'essai, mais simplement un rassemblement de personnes liées par le sang et l'histoire. Certains ne m'accepteront jamais, d'autres essaieront peut-être d'apprendre. La différence maintenant est qu'aucune des deux réactions ne me définit. Pendant la réception, je surprends ma mère en train de me regarder de l'autre côté de la pièce. Pendant un instant, quelque chose comme le regret traverse son visage avant qu'elle ne détourne le regard. Nous ne parlons pas, certains ponts restent infranchissables, mais Lucas me présente Jenny avec fierté dans sa voix. Ma sœur, l'artiste dit-il, et le titre ne porte aucune moquerie. En rentrant chez moi ce soir-là, épuisé mais paisible, j'ai reposé ma tête contre la vitre du passager. Je n'ai plus besoin qu'il m'aime, dis-je à Caleb, la révélation se posant comme une bénédiction. Je ne suis plus défini par leur exclusion. Le lendemain matin dans mon journal, j'écris des mots qui ressemblent à un retour à la case départ. La famille n'est pas l'ADN, ce sont les gens qui ne vous demandent jamais de vous rapetisser. 6 mois plus tard, Ambeing Collective a dépassé mes rêves les plus fous. Ce qui a commencé comme mon studio privé abrite maintenant 3 artistes supplémentaires, chacun apportant son propre parcours de guérison à notre travail collectif. L'espace est devenu plus qu'un salon de tatouage, c'est un lieu de rassemblement communautaire où l'art et l'acceptation s'entrelacent. J'ai commencé à encadrer de jeunes artistes confrontés à des difficultés familiales similaires aux miennes. Il y a 2 semaines, nous avons créé la bourse en B pour les étudiants en art séparés de leur famille, financée par une partie des bénéfices de notre studio. Parfois, je m'émerveille de la symétrie parfaite de tout cela. Autrefois rejetée pour être trop différente, je suis maintenant célébrée pour cette même différence.
Les qualités que ma famille a essayé de supprimer sont devenues mes plus grandes forces, mes offres les plus précieuses au monde. Ce matin, une nouvelle cliente est assise nerveusement sur ma chaise de consultation. Elle a la cinquantaine, est récemment divorcée, a les cheveux fraîchement coupés dans un style que son mari a toujours interdit. Je ne sais pas si je suis assez courageuse pour ça, avoue-t-elle, me montrant le petit motif de papillon qu'elle veut sur son poignet. Je souris, reconnaissant son courage pour ce qu'il est. Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et l'approbation, je demande doucement. Ses yeux rencontrent les miens, une compréhension s'épanouissant entre nous. Chaque jour de ma vie, répond-elle. Alors vous êtes déjà assez courageuse, je lui dis, préparant mes outils pour le travail de transformation. Commençons.